Dans la série Les Nuits du bout du monde, l'ORTF présente Une breloque et un coutelas. Texte et présentation de Stéphane Pisella. Prise de son à Lisbonne, Claude Armand, en studio René Cambien. Collaboration technique Marcel Grenier, assistante de production Suzanne David. Les Nuits du bout du monde, une émission écrite et présentée par Stéphane Pisella. Mardi dernier, nous avions abordé, presque par hasard, la ville aux 7 collines. Nous y étions entrés sur l'air d'un fado. Nous retournerons ce soir, au pied des 7 collines, au bord de la mer de Paille, mais non pas par hasard, à cause d'un couteau et d'une breloque. Le couteau est à cran d'arrêt. Sa lame mesure 4 centimètres de largeur, et son manche à la forme d'un pied de buffle est en corne de buffle. La breloque est un porte-clés de bazar. Elle porte autour de son anneau porte-clés une cloche, un taureau et un coutelas, reproduction miniature du précédent. Sur chaque lame est gravé « Au Lacerda, Lisbonne ». J'ai oublié le nom de celui qui me les a donnés. Je crois bien que je ne l'ai jamais su. Ami d'un soir, ami de rencontre, mais je sais qu'il est le sosie troublant du personnage du regretté Bellus. Même démarche, même corpulence, même chapeau et façon identique de le porter. Oh, Lacerda! Ça y est, ce n'est pas son nom, mais c'est tout comme. Le voilà qui se retourne hilar dans la nuit où je l'ai connu, celle du 11 mai dernier. Oh, Lacerda! Un joyeux luron qui a débuté dans la vie pieds nus, en haillons, cherchant sa pitance sur le port ou travaillant de 5 heures de l'aube à 11 heures du soir dans un élevage de taureaux. Aujourd'hui, il a troqué ses haillons contre un costume de bonne coupe et il vit dans les dollars. Littéralement. Il en est entouré. Je vous expliquerai. Lacerda, nous le suivons dans la nuit. Nous étions à la recherche d'établissements où l'on donne aux clients du vrai fado. Il nous en avait promis, et c'est pourquoi nous le suivions. Au bout d'une 50aine de mètres, il tourna dans une ruelle, puis s'arrêta. Devant nous se dressait un bâtiment grisâtre et triste. Sur la gauche, un autre, noirâtre, laid et plus triste encore,
Dans mon dos, j'avais la plaque noire aux lettres d'or d'un établissement de pompes funèbres. La Cerda étendit majestueusement le bras, façon Bélus, et théâtralement déclama « Vous avez devant vous, à gauche, l'école, en face, l'hôpital, derrière vous, la morgue, et c'est ici que je vous emmène pour vous réjouir. Obrigado. » Obrigado, mon premier mot de portugais. Obrigado, merci. Toujours devant, la Cerda fit quelques pas encore, puis s'arrêta devant une porte basse, massive, aux ferronneries moyenâgeuses. Il frappa d'une façon spéciale. Un Judas s'ouvrit dans le milieu, la flamme de 2 yeux qui nous examinaient, et la porte s'ouvrit. Et c'est ainsi que nous pénétrâmes, pour nous réjouir, entre la morgue, l'hôpital et l'école, dans un bar unique au monde, le bar où tout le monde boit et où personne ne paye jamais. Et nous étions à la recherche d'un fado. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se alguém humildemente bate à porta, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Há paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de uvas doiradas, 2 roças no jardim, São José de Azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura, carinho. As cortinas da janela é o luar, mais o sol que bate nelas. Basta um pouquinho para alegrar uma existência singela. Um pouco de amor e vinho, caldo verde verdinho a fungar na tigela. Há paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de uvas doiradas, 2 roças no jardim, São José de Azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. J'étais à la recherche d'un fado, mais ce n'est pas précisément cela que je voulais. Comment en étais-je arrivé là, dans ce bar sans nom et sans pareil? Oh, la Cerda! 10 heures plus tôt, j'étais bloqué à Orly dans l'attente du feu vert pour un reportage incertain jusqu'à la dernière minute. Enfin, l'ange sauveur vint m'apporter personnellement ce feu vert et mon ordre de mission. Cet ange, c'était le service technique des reportages en la personne de Claude Armand, qui devait m'accompagner au Portugal. Ce n'était plus l'avril, c'était le mois de mai, et ce mois de mai était tout de fête dans une partie du Portugal, à Fatima, pour le 50e anniversaire de la danse du soleil et des apparitions de la Vierge à 3 enfants. Les touristes se pressaient aux abords de Fatima et aux environs. Tomar, Bataïa, plus loin encore Santarém était envahie, et Coimbra elle-même, beaucoup plus haut, avait capitulé sous l'assaut des touristes. On ne trouvait plus de chambres nulle part. Les Allemands, les Suisses, les Américains donnaient à plein. Confiants dans le prestige de la presse, avec un grand P, et dans les recommandations du service de l'information, nous ne nous faisions aucun souci. Tout s'était très bien passé depuis notre départ de Paris. Voyage sans histoire dans un ciel gris,
qui s'ouvrait parfois pour découvrir des étendues désolées, parfois de la verdure dans des profondeurs où la brume dessinait des lacs couleur d'azur, puis l'arrivée à Lisbonne. Lisbonne, la pluie, la même qu'à Paris. Une pluie fine qui attriste le décor. Pourtant, il n'a rien de triste. C'est une avenue large, très large et très aérée, qui mène vers la ville. Et celle-ci s'annonce par un boulevard bordé de maisons, de buildings récents, voisinant avec une architecture qui rappelle l'Orient, jusque dans le badigeonnage des murs aux couleurs pâles, et le Campo Pequeño, avec ses 9000 places, arène construite dans le plus pur style mauresque. C'est triste. Une tristesse qu'on a du mal à définir. Elle ne pèse pas aux épaules. Elle n'accable pas. On y baigne. Rien de commun avec celle qui vous saisit sous la même pluie, lorsque débarquant au Bourget, vous traversez les faubourgs aux maisons noires, aux rues tristes. Non. À Lisbonne, la tristesse qui vient vous accueillir n'est pas agressive. Elle ne se plaque pas à vous, elle ne pèse pas. Elle vous environne très douce. Elle vous baigne. Un bain tiède, d'une douceur de mélancolie. Voilà le mot. Il est venu tout naturellement. Plus que la tristesse, c'est la mélancolie, le spleen de nos aînés qui donne son caractère au Portugal. Il pleut sans violence, en demi-teinte, tout en mélancolie, puis d'un seul coup, tout s'agrandit, prend d'autres proportions, un autre rythme. Des enseignes géantes surmontent les buildings des pétroles, du Ritz, du Diario Noticias. Ici, longue de 1500 mètres, large de 90, sœur de nos Champs-Élysées, commence l'avenue de la Liberté. L'avenue de la Liberté descend vers la mer. Et c'est le bas de la ville qui est le plus vivant. Mais ici, personne ne sourit. Les seuls sourires portugais dont je me souvienne sont pleins de mélancolie. On voit, en flânant dans le quartier Rocio ou du commerce, des gens qui dînent à la brasileira ou dans un snack. Ils sont tristes. Triste à fendre votre âme. Ils mangent, l'œil vague, désabusé, tous marqués du même sceau, la saudade, leur spleen, dont quelqu'un a dit « ce mal dont on jouit, ce bien dont on souffre », et qui se retrouvent partout dans leurs gestes, leur langage, et surtout, dans le langage le plus expressif, la musique, la chanson, le sourire portugais. L'état d'âme du portugais, c'est ça. Lisboa, casta princesa,
que o manto da realeza cobre com um beijo num casto beijo. Lisboa, tão linda é que tens de rastos aos pés a majestade do Tejo. Lisboa das descobertas de tantas terras desertas que deram um parado no teu passado. De Lisboa tens a coroa, velha Lisboa da Madragoa, tantos heróis tens criado. 7 colinas são teu colo de cetim, onde as casas são boninas, espalhadas em jardim. E no teu seio certo dia foi gerado e cantado pelo povo sonhador o nosso fado. Lisboa, tardes doiradas dos domingos das toiradas, onde luzia a fidalguia, em que esse povo valente mostrava que havia gente a quem a morte sorri. Lisboa, terra de fama, tens a beleza da Alfama e a poesia da Morarim. E nos teus velhos recantos, eu sei lá quantos tu tens de encanto do povo e da valentia. E no teu seio certo dia foi gerado e cantado pelo povo sonhador o nosso fado. Dans l'avenue de la Liberté, sur une place marquée d'un obélisque haut de 30 mètres, se dresse un palais, l'un des plus beaux de Lisbonne, le palais Foz. Escalier de marbre à rampe de bronze et de fer forgé, salon luxueux orné de boiseries et de toiles signées par les plus grands maîtres portugais, et dans la majesté de ces salons, un amoncellement de brochures, de papiers en toutes les langues, des secrétaires débordés pris d'assaut par des dizaines de journalistes. Il faut loger tout ce monde, établir les circuits téléphoniques, télégraphiques et les liaisons radio. Il n'y a plus de chambre disponible dans Lisbonne. Officiellement. Officieusement, c'est autre chose. Après 3 heures d'attente, Claude Armand et moi disposons enfin de 2 chambres dans une avenue qui s'ouvre en haut de l'avenue de la Liberté. Elle a un nom charmant, cette avenue. Avenida Duque de Lulle. Nos chambres sont contiguës. Les grooms déposent nos valises, abaissent la manette d'un meuble de chevet, et c'est en musique douce que nous prenons possession de nos chambres. Hôtel en Bagé d'Or, Lisbonne. Lisbonne, jeudi 11 mai. La nuit vient tout doucement. Les enseignes lumineuses prennent vie. Une flamme gigantesque tourne dans le ciel pour vanter le confort du chauffage par le gaz. Lisbonne a changé de voix.
Ces rumeurs ne sont plus les mêmes. La nuit les étouffe. Et c'est cette nuit qui feutre les sons que je veux connaître. Lisbonne en robe du soir sera-t-elle princesse, femme du monde ou midinette? Je me trompais en imaginant de tels points de comparaison. Ni midinette ni princesse, la nuit de Lisbonne est veuve. C'est l'homme aux clés d'or qui, après avoir vainement tenté de nous faire dîner dans les restaurants de l'hôtel 9e étage et 10e étage avec spectacle, nous donne l'adresse d'un établissement fort convenable qui était typique, purement typique portugais, affirmait-il. En fait de typique, il l'était plutôt par la tapisserie qui garnissait les murs. Des billets de banque où dominait le dollar, salle en forme de couloir. En dînant, on peut voir s'affairer les marmitons. Service diligent stimulé par le chef qui évolue de table à table, boite un verre avec les uns, plaisante avec les autres. Il est venu nous souhaiter la bienvenue avec un large sourire, le premier sourire portugais qui en fut vraiment un. Il nous parla français, anglais, italien. Quand il comprit que nous étions français, il s'écria « Française, Française !» en nous désignant à tous, puis s'assit à notre table et fit apporter une bouteille de 120 de réserve. Et notre amitié se scella pour un soir autour de cette bouteille. Se porte garant de cette amitié le coutelas et la breloque qu'il m'offrit. Ne vous étonnez pas si, débarquant chez lui, vous découvrez, perdu parmi d'autres souvenirs, un fanion Paris Inter et un porte-clés au RTF. Nous ayant ainsi souhaité la bienvenue, il enchaîna. « Qu'êtes-vous venu faire à Lisbonne ?» La réponse était facile. Ce soir-là, nous voulions du fado. Lorsqu'il jugea le moment opportun, notre hôte disparut quelques minutes. Il revint débarrassé de son tablier, en veston sur un gilet trop court, et un petit bibi trop étroit pour lui qui le coiffait, comme je vous ai dit, à la Bélus. Il nous invita à le suivre et prit les devants. Derrière venaient 2 couples portugais, un attaché naval américain accompagné d'une ravissante étudiante hollandaise, un Belge et une Portugaise d'Angola. Et mon premier arrêt dans cette nuit-là, ce fut, mais vous le savez déjà, dans une rue noire et déserte, triste de ces 2 lampadaires funèbres. J'avais la masse aveugle et silencieuse d'un hôpital devant moi et la morgue dans mon dos. Insolite était le voisinage. Pittoresques étaient les lieux de ce bar sans nom et sans pareil. Oh, Lacerda! Nesta festa de confraternização, dedicado a 2 visitas simpáticas francesas do rádio e televisão français. C'est bon? On entre dans ce bar avec des airs de conspirateurs. Celui qui vous y conduit pour la première fois vous présente à ceux déjà attablés qui discutent en grattant de la guitare. 3 hommes consommaient au fond de la petite salle qui se levèrent au seul mot de français. Le plus gros des 3 se précipita vers nous, chaleureux et bon enfant. « Des Français, quel plaisir que je suis heureux de vous voir.
Permettez que je me présente. Maître, laissez-moi taire son nom. Maître X, avocat. 3 mois de prison. Et à ma table, 2 amis. Y, médecin, 7 ans de prison. Z, ouvrier d'usine, 8 ans de prison. À cause du capitalisme. Nous ne sommes pas communistes, mais nous avons fait de la prison parce que nous sommes contre le capitalisme. Vive la France, vive De Gaulle. Il était éméché. Ça se voyait, manifestement. Il récitait mezzo voce, 7 ans de prison, 8 ans de prison, vive la liberté. Les tables étaient de bois blanc, les murs tapissés de dollars et d'une merveilleuse bibliothèque. Ces étagères ployaient sous la surcharge des flacons de toutes sortes et de tout pays, où dominaient la fine Napoléon et le whisky. L'homme qui nous avait ouvert nous servit à boire et repartit, aussi sombre, aussi triste. Oh, la Cerda! Il avait empoigné une guitare dont il ne savait pas jouer, mais qui l'accompagnait pas plus mal qu'il ne chantait, et installé tout au fond, sur une petite estrade garnie de lampions japonais, régla les éclairages et nous annonça un fado. Testemunhas apareceram, entre elas grande amigo. Nem assim me defenderam, fui julgado e por castigo. Mal ouvi ler a sentença, já temia de pavor, e com ela na presença deram uma pena maior, e com ela na presença deram uma pena maior. Em breve, por crueldade, vou casar, mas sempre digo, vem contra a minha vontade, em ter de casar contigo. Bendito. Vous êtes déçu? Je ne l'étais pas. Je vivais. Mais non, elle n'était pas atroce, cette guitare, elle était belle. Il n'était pas ridicule ce chant que je n'écoutais pas, il était délicieux, je revivais. Mon premier reportage depuis des années et des années plus longues qu'une vie, aussi lourdes qu'une mort. Je revivais puisque je me retrouvais à 2 heures du matin dans un bar étrange, où je renouais avec l'aventure, car il faut être amoureux de l'aventure et qu'elle vous aime en retour, pour vous prendre ainsi par le bras dès votre arrivée sur une terre inconnue, et vous conduire dans l'endroit le plus fermé de la ville. Ça, ce bar tapissé de dollars, ce bar sans pareil, où il est fait défense de payer, ce bar sans nom, à l'ombre d'un hôpital et d'une morgue, ce bar équipé de projecteurs de théâtre, lubie, folie, hobby de mon ami d'un soir que je n'ai jamais revu, et dont je ne sais pas le nom. Oh, la Cerda, je t'écoute et tu ne m'entends pas. Avoir un bar pour son plaisir personnel, avec des dollars, son rêve. Un rêve égal à l'autre, celui qu'il chantait, la liberté, liberté. 7 ans, 8 ans, 3 mois. Liberté pour l'avocat, pour le médecin, liberté pour l'ouvrier. Paix, silence au canon, pourquoi ne pas s'aimer d'un bout de la terre à l'autre? Voilà ce qu'il chantait, sous des lampions japonais qu'il habillait de mauve et de vert. Ce qu'il chantait, l'ancien des guenilliers sans père ni mère. 7 ans, 8 ans, 3 mois. Était-il sincère? Oui, je le jure. Autant qu'il l'était lorsqu'il tapissait ses murs de dollars. Fallait-il qu'il les haïsse, ces dollars? Et fallait-il qu'il la méprisât, la richesse, pour écrire ainsi sur les murs le triomphe de sa misère du temps qu'il était un gamin en guenilles pouilleuses? Oh, la Cerda! Agora aqueles a dizer que com piadas não tem saúde. Mas é o mundo. Agora agradeço que nesta casa simpática portuguesa vão cantando, a guitarra vai tocando e a despesa eu mando vir, não tem importância. Vão cantando. Agradeço para gravar. Qual é o artista que vai cantar? Les clients partaient en laissant un billet dans une assiette pour boire au portier barman. L'avocat, le médecin et l'ouvrier s'en allèrent discuter politique ailleurs. Il était question de l'Angola.
de la conférence du poète soviétique Evtushenko et de la venue de Paul VI, à qui l'avocat avait écrit personnellement pour lui dire combien lui, portugais et avocat à Lisbonne, désapprouvait cette visite qu'il jugeait intempestive et parfaitement déplacée. Les couples portugais étaient partis depuis longtemps. Restaient l'Américain et la Hollandaise, le Belge et l'Angolaise, et 2 hommes sans femme à la recherche d'un vrai fado. « 3 heures du matin. Il pleuvait à peine. Il faisait presque froid. Un réverbère éclairait la plaque apposée sur un mur à hauteur d'homme. Chafaris do dentro. Sur la petite place, des hommes en quête d'un pourboire entouraient nos voitures, crasseux dans leurs redingotes effrangées, mais fiers de leurs casquettes galonnées d'or terni. Un agent battait la semelle. Nous avions traversé la ville par les avenues qui descendent à la mer, et insensiblement le vieux quartier s'était présenté timidement. À présent, il venait à nous, nous accueillait. Il est vrai que nous avions une introduction de choix, le portugais au dollar, qui enfin tenait sa promesse, nous emmenait dans l'un des temples du chant, de la guitare et de la viole. Je me trouvais soudain dans le cœur de Lisbonne, non pas le centre, mais le cœur, en plein Alfama, le quartier populaire. Je ne faisais plus partie du petit groupe. Alfama me fascinait. Dès le premier contact, les pierres parlaient, les pierres noires des vieilles maisons, et les ruelles chantaient. Elles chantaient avec leurs draps pendus au balcon. Leurs couleurs que mouillait la pluie fine brillaient et donnaient aux ruelles un air de décor de théâtre. Étroites, glissantes, mal pavées, les ruelles au nom de saints, silencieuses, à l'aspect de coupe-gorge mais tranquilles et accueillantes, parlaient le langage et chantaient les complaintes des siècles passés, celles du temps où l'étendard frappé du croissant flottait sur les 7 collines. L'endroit me dépaysait et m'enchantait. Il pleuvait sur le Tage et la ville endormie. Alfama vivait sans bruit, avec un sourire triste à la portugaise. La ruelle qui montait sur une dizaine de mètres n'allait pas plus loin. Une petite cour que couvrait un treillage fleuri à la façon d'une tonnelle de guinguette la fermait. Sur un pan de mur, on lisait Catrinette. Catrinette sans H. Catrinette, c'était la maison devant la tonnelle. Une maison très basse, au seuil à peine éclairé. On y entrait par une passerelle, comme sur une péniche. L'intérieur ressemblait à une péniche aménagée, effectivement. On aurait pu se croire dans le salon des 3e classes d'un cargo. C'était là, dans cette boîte aux allures naïves, qu'on chantait le vrai fado.
étaient deux, Fernando Santos à la guitare et Joaquin de Valle à la viole. Le bar était fermé par une grille en fer forgé, en demi-cercle. Un escalier tournant montait au premier étage. Et elles étaient quatre. Quatre toutes vêtues de noir. Du noir des veuves éternelles, veuves de quoi? Qui venaient chanter leur veuvage de la fin du jour à l'aube. Tenho sofrido amor desde o dia em que te vi. Tenho sofrido amor desde o dia em que te vi. Mas bendita seja a dor que me faz sofrer por ti. Mas bendita seja a dor que me faz sofrer por ti. As palavras nunca dizem, nunca conseguem dizer. As palavras nunca dizem, nunca conseguem dizer. Sous l'escalier tournant, il y avait un vitrail. Et en face, dans une niche, une statue de Sainte Catherine, à côté d'une croix dorée. La niche décorait un plan surélevé, auquel on accédait par 3 marches, et qui rappelait un pont de navire, avec son bastingage rouge et blanc. Il y avait des vitres aussi, encastrés dans des cercles bleus, des hublots. C'était le bateau du fado, le bateau de l'évasion. Como de alguém ausente, ouço falar de amor e fico indiferente. E ouço melodias de lábios colares e sinto as alegrias dos pares de namorados. 5 heures du matin. L'agent de police promène son regard dans la salle. Il écoute. À la viole, Antonio Besso, mari de Cecilia, a remplacé Joaquin de Valle. L'agent de police écoute la ballade de la saudade. Antonio Besso a des ongles vernis, du même vernis que celui qui protège les onglets d'acier dont il se sert pour faire vibrer les cordes de sa viole. On l'écoute en silence. C'est le grand virtuose de l'Alfama. « 5 heures du matin. Le Portugais au dollar se lève, me fait signe de le suivre. Franchit la passerelle, sous la tonnelle, il y a une grille. Il a poussé cette porte de fer derrière laquelle s'alignent des poubelles. Une toile de sac pend en guise de tenture. Il la soulève et me fait signe. Regarde. Une touffeur prend à la gorge. Ça pue la crasse et la sueur. À la lueur d'une veilleuse, je distingue des formes allongées. Machinalement, je compte les rangées de grabats. 40. 40 hommes sont allongés là pour une nuit, dans une touffeur insupportable. Ça pue la sueur, la crasse et la misère. Le Portugais au dollar hoche la tête. Il se souvient de sa misère à lui.
sa misère d'autrefois. Il secoue un homme qui se réveille, hagard, et lui met un billet dans la main. Nous sortons. Il ne parle plus. Il y a du silence dans la ruelle, autour du dortoir des hommes oubliés. Il y a des chants et de la musique chez Catherinette. Et il pleut sur Lisbonne. Dans la série Les Nuits du bout du monde, vous venez d'entendre Une breloque et un coutelas. Texte et présentation de Stéphane Pisella. Prise de son à Lisbonne, Claude Armand. En studio, René Cambien. Collaboration technique, Marcel Grenier. Assistante de production, Suzanne David. Une émission écrite et présentée par Stéphane Pisella.